Monsieur le Président du Muséum national d'histoire naturelle, Monsieur Bruno David, Monsieur le Président de la Commission nationale de développement durable du Grand Orient de France, mon très cher frère Gilbert Hafner, Mesdames, Messieurs, mes très chères sœurs, mes très chers frères. Permettez tout d'abord, Monsieur David, au nom de l'ensemble des francs-maçons du Grand Orient de France, que j'ai l'honneur de représenter, de vous remercier d'avoir accepté d'être notre partenaire et de nous accueillir pour ce colloque consacré, selon le titre que notre commission du développement durable lui a donné, au futur du vivant. Je salue notre très cher frère Gilbert Hafner, ainsi que les sœurs et frères membres de la Commission nationale de développement durable qui ont œuvré pour l'organisation de ce colloque avec toute la force de leur engagement maçonnique, mais aussi citoyen et évidemment écologique. Le futur du vivant, sujet essentiel s'il en est depuis les origines du monde. La philosophie grecque parlait déjà de l'unicité du vivant. Le futur du vivant revêt une acuité grandissante en ces temps modernes. Une course en avant sans frein ni retenue, semblant de plus en plus faire le lit de menaces réelles dont nul ne peut méconnaître la réalité. Les prolongements de cette nouvelle ère nommée Anthropocène, en raison de ses conséquences directement liées à l'impact de l'action humaine sur la planète et ses habitants, exprimeront finalement, selon les choix et les actions entreprises, probablement les ressorts les plus profonds de l'être humain. Ce colloque est réparti en 4 différentes tables rondes. Elles auront pour volonté d'exposer, de débattre et d'échanger autour de l'humanité et de son environnement, du rapport de l'homme à la Terre comme aux êtres qui la peuplent, autant sur un plan concret que conceptuel et philosophique, mais également avec l'objectif d'apporter des réponses appropriées dans l'organisation de la cité. C'est bien le cœur de la démarche maçonnique que de vouloir concilier la pensée et l'action, comprendre, mais comprendre pour agir. Depuis ses origines, reliant des traditions ancestrales et la philosophie politique des Lumières, les francs-maçons du Grand Orient de France travaillent dans leur loge pour améliorer l'homme et la société. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, ces travaux, loin d'être de vaines spéculations, ont contribué à de nombreuses avancées dont notre République, indivisible, laïque, démocratique et sociale, est la traduction. Comment le Grand Orient de France pourrait-il aujourd'hui se tenir éloigné des nouvelles problématiques écologiques ou bioéthiques déterminantes pour l'avenir ? En veillant à ne pas se laisser enfermer dans un modernisme dogmatique et à conserver une vision émancipatrice, le Grand Orient de France a été, mais reste encore, un récepteur, un émetteur et un transmetteur des principales questions qui interrogent notre société. Par la pensée collective originale qu'il construit dans ses loges, le Grand Orient accompagne depuis 3 siècles les grandes mutations philosophiques, culturelles, sociales et politiques et participe sans verticalité ni injonction dogmatique à l'intérêt général. En cela, il est une force active de progrès social et culturel. Ces dernières années, en contribuant à l'adoption des grandes lois émancipatrices, comme celle autorisant la contraception ou l'interruption volontaire de grossesse, en participant à la réflexion éthique actuellement sur de futurs projets de texte pour le droit de choisir sa fin de vie dans la dignité, ou concernant un revenu d'existence qui réduirait les inégalités patrimoniales de naissance, le Grand Orient de France poursuit sa quête d'une société plus juste et plus solidaire. Aujourd'hui, au combat pour l'égalité homme-femme, mère d'une égalité réelle et aboutie, encore loin d'être obtenue, à celui pour la liberté absolue de conscience, mère de toutes les libertés, dont on voit chaque jour combien sa préservation est fragile, s'ajoutent désormais de nouveaux enjeux majeurs, bioéthiques et écologiques. Au regard de son histoire, de ses principes comme de son idéal, le Grand Orient de France ne peut se tenir à l'écart de ces questions fondamentales. Les loges du Grand Orient et ses commissions qui en sont l'émanation, à l'image de la Commission nationale de développement durable, se sont saisies de ces thèmes pour les travailler selon la méthode maçonnique, faite de temps, de patience et de durée, mais qui veille à ne jamais rompre le lien avec le monde qui l'entoure et tient à rester ancré dans le réel. Cette volonté d'ouverture au monde et d'engagement dans la cité, de participation à la délibération publique présente tout au long de son histoire, se traduit ce jour par ce colloque aux côtés du Muséum
national d'histoire naturelle, organisme scientifique et universitaire prestigieux, le monde scientifique et étudiant étant une des clés de ce que sera notre avenir commun, de ce que nous ferons pour le futur du vivant. L'actualité, la plus récente, nous montre à quel point le monde scientifique et universitaire est ébranlé par les défis fondamentaux qu'il doit relever. Les débats internes parfois violents qu'il agite étant probablement les symptômes des tensions qui le traversent, autant que significatifs de l'ampleur des responsabilités qui lui incombent. L'échelle de ces nouveaux enjeux, dépassant les unités de mesure habituelles et leur résolution passant par l'impérieuse nécessité des changements de nos conduites et de nos mentalités, autant individuelles que collectives, là n'est pas la moindre des difficultés. Ainsi, la crise que nous vivons révèle un peu plus, s'il en était besoin, notre fragilité, autant que la disproportion de nos capacités de réaction. Face à une situation inédite, dont les conséquences sanitaires, mais aussi sociales, politiques et psychologiques sont déjà préoccupantes, nous ne pouvons que constater la monochromie des réponses apportées. Le télescopage de l'utilisation mercantile obsolète des animaux, sans éthique, discernement, ni autre justification que la coutume, avec d'autre part un monde moderne, globalisé par les nouveaux modes de transport et de communication, a provoqué une pandémie et une désorganisation planétaire conduisant dans de nombreux pays à une atteinte aux libertés, sous différentes formes, parfois aussi insidieuses qu'inattendues. Pour que cette période ne puisse pas faire référence et qu'à l'inverse elle serve de contre-exemple, il est crucial que les éléments factuels qui l'ont provoqué soient analysés, mais aussi enveloppés dans une réflexion beaucoup plus générale. C'est en cela que des rencontres comme celle d'aujourd'hui sont capitales. Si l'on ne peut nier l'urgence de mesures immédiates pour lutter contre le dérèglement climatique, dont les premières conséquences dramatiques apparaissent déjà, ou contre les pollutions criminelles avérées, à l'exemple de celles qu'entraîne l'utilisation de pesticides, c'est probablement une élaboration bien plus radicale de nouveaux modèles économiques, productifs et industriels, mais aussi culturels, qu'il nous appartient de construire. Mais alors, plutôt qu'une écologie punitive, superficielle et privatrice d'émancipation, de liberté et de progrès, ne faut-il pas se diriger vers une métamorphose plus profonde de notre condition, quelle que soit la latitude où nous vivons, délaissant le désir artificiel du profit individuel et de l'accumulation pour aller vers celui plus générateur de bonheur, celui du partage, de l'humanisme et de la solidarité, si cher à la franc-maçonnerie. Tels sont les sujets fort complexes mais déterminants dont ce colloque va traiter. C'est pourquoi nous sommes impatients de vous écouter et remercions par avance les nombreux conférenciers de très haut niveau qui nous ont fait l'honneur d'accepter notre invitation. En vous remerciant également une nouvelle fois, Monsieur le Président du Muséum national d'histoire naturelle, je vous cède maintenant très volontiers la parole. Monsieur le Grand Maître, merci pour ces paroles généreuses et pour cette introduction à cette manifestation. Une manifestation qui a été prise à l'initiative du Grand Orient de France et que je remercie pour cette initiative. C'est un partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle parce que nous partageons un certain nombre de valeurs communes et j'aurai l'occasion d'y revenir. Et chers collègues, chers amis, je vous souhaite en tout cas des jours fructueux, des échanges fructueux, même si ce sont des échanges un petit peu à distance. Ce n'est pas exactement ce que nous avions prévu, mais néanmoins, je suis persuadé que tout cela va bien se dérouler. Alors, le thème souhaité par la Commission pour le développement durable du Grand Orient de France, c'est un thème qui fait bien sûr écho à la mission de service public du Muséum, et l'intitulé de ce colloque, c'est « Quel futur pour le vivant ?» Alors, ça m'a amené à quelques réflexions, et je me suis interrogé, en venant ici d'ailleurs, sur mais quel sens donner à cette interrogation. Est-ce que quel futur pour le vivant, c'est s'inquiéter du futur du vivant de la planète, humain compris, puisque nous faisons partie du vivant, et de voir à quel point nous devons finalement changer de comportement pour faire en sorte que cette planète continue d'être habitable. Comment habiter la Terre? Et puis quel futur pour le vivant si je deviens froidement scientifique? Il n'y a pas de réponse à ce genre d'interrogation. Donc, parce que le vivant n'appartient pas à un monde déterministe,
Le vivant n'est pas prévisible. Ses capacités d'acclimatation, d'adaptation, d'évolution ne sont pas prévisibles. Et donc, il n'y a pas de réponse à cette question. Donc, en quelque sorte, le colloque pourrait être terminé avant d'avoir commencé. Alors, c'est bien sûr pas vers cette hypothèse que je souhaite aller. Et c'est bien sûr pas vers cette hypothèse que vous irez, mais sur une remise en cause de certaines de nos pratiques. Parce que si nous ne savons pas prédire ce que va faire le vivant, nous pouvons prédire qu'en tout cas, il va changer, que les pressions que nous exerçons sur lui font que la situation actuelle ne perdurera pas et que si nous ne changeons pas de comportement, si nos modèles économiques n'évoluent pas, si nos façons d'habiter la Terre n'évoluent pas, nous allons au-devant de bouleversements majeurs, non prévisibles. On ne sait pas exactement quand ils vont se produire, on ne sait pas exactement ce qu'ils seront, mais en tout cas, on sait que ce seront des bouleversements et que par conséquent, l'équilibre même de nos sociétés pourrait être remis en question. D'où l'importance des échanges que vous allez avoir. Si on a bien une prise de conscience de l'urgence de la situation, je souhaite que cette prise de conscience dépasse bien sûr l'enceinte d'un colloque comme celui-ci. Il faut faire appel à la conscience de chacun d'entre nous, de chacun des citoyens qui peuplent cette terre, de manière à avoir cette prise de conscience individuelle. Et puis, bien sûr, notre rôle est également d'alerter les politiques, d'alerter à d'autres niveaux pour des prises de conscience collectives et pour des actions qui seraient des actions collectives qui donneraient un cadre. Ce qui n'enlève rien, bien sûr, à l'importance des actions individuelles et au fait que chacun puisse agir. Donc, c'est une diversité d'actions dont il s'agit, et le muséum est porteur de ce message en direction de son public, en direction de ses publics. Il s'implique d'ailleurs dans un certain nombre de débats publics, on peut qualifier éventuellement de controverses, sans qu'ils soient nécessairement polémiques, à travers des tribunes que nous organisons 2 fois par an, qui traduisent des rencontres entre des citoyens et des chercheurs de l'établissement, de manière un petit peu différente de ce que sont les conférences habituelles. Et puis à travers les manifestes que le muséum publie chaque année, qui sont des éclairages portés sur une grande question de société par un panel de scientifiques de différents horizons et qui ne sont pas que des scientifiques du muséum. Le premier s'appelait « Quel futur sans nature ?» et je pense que ce colloque vient en écho de ce premier manifeste. Le second traitait du sujet des migrations, le troisième des relations entre les humains et les autres animaux. Et celui qui vient de sortir s'appelle « Face aux limites » et nous positionne finalement par rapport aux limites à la fois de notre espèce et du monde qui nous entoure. Alors aujourd'hui, vous allez réfléchir collectivement à ce qu'est l'érosion de la biodiversité, à ce que sont les pressions que Homo sapiens peut exercer sur son environnement et à la manière dont on peut interpeller les décideurs publics ou privés, mais également le grand public sur ces questions. Le Grand Orient de France et le Muséum ont fondé ce partenariat sur 4 valeurs que je souhaiterais rappeler. La première de ces valeurs, c'est l'universalisme scientifique. Le projet qu'on peut avoir pour construire la connaissance, pour élaborer la connaissance, est nécessairement universaliste. Et universaliste ne veut pas dire occidental, bien évidemment. Universaliste, c'est la connaissance est partageable par tous. La construction de la connaissance répond à certaines règles, à certaines méthodes, à des valeurs d'éthique, à des valeurs d'intégrité, à des valeurs de neutralité, à des valeurs de probité. Et une fois que la connaissance est construite, elle doit servir de manière universelle à l'ensemble de l'humanité. Ça ne veut pas dire non plus que la connaissance est figée. Je suis moi-même scientifique. Je sais très bien que la science, c'est la remise en cause de ce qui est acquis. C'est à la fois la force et la faiblesse de la science que d'être en capacité de se remettre en cause, de se remettre en question. C'est sa faiblesse pour certains, mais c'est également bien sûr sa force parce que c'est ce qui fait qu'elle se construit, qu'elle avance et qu'elle nous aide à comprendre le monde. La deuxième des valeurs, c'est l'humanisme. Le muséum participe à rendre plus intelligible le monde qui nous entoure et il contribue à transmettre une forme de curiosité du vivant au plus grand nombre. C'est le sens de ma devise pour le muséum, émerveiller pour instruire, et c'est ce qui fait que finalement nous sommes des humains sur Terre. Une des caractéristiques de l'humain, c'est sa curiosité, et on le retrouve à travers ce projet d'humanisme. La rationalité est la troisième valeur que nous partageons.
au sens où la raison est considérée comme émancipatrice. Et je rappelle que le muséum remplit une mission d'éducation en même temps que sa vocation scientifique. Et puis la dernière des valeurs à laquelle je souhaiterais faire allusion, c'est la laïcité. Cette valeur est consubstantielle de la mission de service public. Le muséum étant au cœur de questions qui traitent des origines de la planète, des origines de la vie, voire des origines des sociétés humaines, il souligne le caractère tacitement laïque de la validation collective des savoirs scientifiques. Alors pour conclure, je souhaiterais évoquer une enquête toute récente d'OpinionWay qui témoigne de la grande confiance des citoyens dans la science et dans les scientifiques, et ce à travers différents pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni. Et la science et les scientifiques arrivent sur le podium de la confiance accordée par les citoyens dans ces 4 différents pays. Ça, c'est encourageant. C'est un signal très positif qu'on doit prendre à la fois effectivement comme un encouragement, mais aussi comme un encouragement à poursuivre notre action. Et ce colloque fait partie finalement des actions que l'on peut conduire, que l'on doit mener. Et puis pour terminer, je remercie encore une fois le Grand Orient de France et son grand maître, les organisateurs de ce colloque, qu'ils soient du Grand Orient ou du Muséum. Et je vous souhaite à tous de passionnants débats. Je suis sûr que ça nous permettra de faire avancer la connaissance et de mieux nous positionner et de répondre à la question « Comment habiter la Terre ?» si ce n'est la question « Quel futur pour le vivant ?» Je vous remercie.